Un seul coup de feu retentit, marquant le début d'une mission désespérée. Le mec qui appuie sur la gâchette, c'est Nian. Son regard, froid et inébranlable, est fixé sur sa cible. La balle fait mouche. Un homme bedonnant dans un costume sur mesure, le président Caochu, recule en titubant, une blessure fatale s'épanouissant sur sa poitrine. La panique est éclatée. Les gardes du corps se précipitent vers leur boss à terre, hurlant son nom, incrédules, pendant que d'autres ripostent immédiatement sur l'assassin. Bien que sa mission soit un succès, Nian en paie le prix fort. Une rafale de balles le transperce de part en part. Alors que Nian se vide de son sang, il fixe son ennemi avec satisfaction. Il lâche à ce connard de président que face à la mort, tout le monde est à égalité, et qu'il crèvera des mains d'un moins que rien. Caochu est mort. Toute sa richesse, capable de rivaliser avec des nations entières, n'a pas pu le sauver d'une simple balle. Dans un dernier souffle, Nian déclare que sa vengeance pour ses parents est enfin accomplie. Mais alors que la vie le quitte, il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi le destin a été si cruel avec lui arrachant tout ce qui lui était cher. Il tend la main vers la lumière, son esprit hurlant de défi. Il refuse d'accepter cette fin. Il ne se résignera pas à ce sort. Alors que son corps sombre dans des abysses sans fin, sa conscience s'accroche désespérément à la vie. Puis, un vacillement. Une lueur apparaît dans les ténèbres alors qu'un œil commence à s'ouvrir. Les yeux de Nian s'ouvrent brusquement, écarquillés par le choc et la confusion. Il se retrouve allongé dans un lit, pas dans une mare de son propre sang, mais complètement indemne. Il se redresse d'un coup, l'esprit en ébullition. Il se souvient très bien d'avoir été abattu par les gorilles de Caochu. Comment peut-il être en vie? En regardant autour de lui, une réalisation impossible s'impose à lui. C'est son vieil appartement miteux de ses années d'étudiant. Aurait-il pu renaître dans le passé? Un flash info sur la petite télé attire son attention. Ça parle du lancement explosif du vrai mot immersif, conviction. Il fixe l'écran, les yeux grands ouverts. Les serveurs de conviction viennent tout juste d'ouvrir. Ça confirme tout. Il est vraiment revenu en arrière. Il ramasse un cadre photo poussiéreux, fixant le lui plus jeune alors qu'il redécouvre le monde. La photo représente ses parents, un souvenir doux amer d'une époque plus heureuse. Il commence à se remémorer le passé. À l'époque, ses parents faisaient le commerce de métaux stratégiques à la frontière, amassant une fortune colossale lorsque l'État les a rachetés à prix d'or. Avec ce capital, son père a monté une entreprise de fonderie, et leur famille est devenue riche presque du jour au lendemain. Ils roulaient sur l'or, menant une vie de pacha. Mais les bonnes choses n'étaient pas destinées à durer. Quand il a eu 25 ans, le Century Financial Group de Caochu a ciblé l'entreprise de son père. Les potes en qui son père avait confiance ont tous été achetés, se retournant contre lui en un clin d'œil. La boîte s'est effondrée et a fait faillite. Son père, incapable de supporter cet échec, s'est suicidé, et sa mère est morte de chagrin peu de temps après. Il s'est retrouvé complètement seul. En regardant son reflet, il admet que ce fric tombé du ciel l'avait rendu flemmard, lui faisant gâcher sa vie. Ce n'est qu'après avoir tout perdu qu'il a choisi de faire une dernière mission suicide pour entraîner ce salopard de Caochu dans sa chute. Mais maintenant, les cieux lui ont accordé une seconde chance. Ses yeux brûlent d'un feu nouveau alors qu'il serre les poings, jurant que cette fois-ci, il ne perdra absolument rien. Il sait exactement par où commencer. Le jeu Conviction était un phénomène intergénérationnel qui allait changer le monde, attirant d'innombrables groupes financiers. C'était la fondation même sur laquelle l'empire de Caochu s'était bâti. Le jeu est rapidement devenu le « second monde » de l'humanité. Et dans sa vie passée, Nian n'était pas un simple joueur. C'était un voleur légendaire de niveau 180. Il attrape son téléphone pour checker la date. On est le 25 juillet 2025. Conviction n'est ouvert que depuis 7 jours. Une vague de soulagement l'envahit, il a encore le temps. C'est l'occasion rêvée pour un comeback. Il calcule qu'à ce stade précoce, le meilleur joueur du classement ne doit être qu'aux alentours du niveau 5. Avec ses souvenirs du futur, rattraper son retard sera un jeu d'enfant. Il se souvient qu'à cette époque, son lui plus jeune avait encore quelques économies. Il check son compte et trouve juste assez d'argent pour se payer un casque de jeu d'entrée de gamme. Sa main se crispe sur sa chemise, ses jointures blanchissent. Il repense à Caochu, l'enfoiré qui a détruit sa famille, et une fureur glaciale s'installe dans son cœur. Animé d'une nouvelle détermination, il s'habille et sort. Cette fois, il va tout changer. Plus tard dans la nuit, la lumière de son petit appart reste allumée, un phare de sa détermination sous la pleine lune. Le casque entre les mains, il sait qu'il part avec 7 jours de retard sur tout le monde. Mais il s'en fout. Avec ses connaissances, il va écraser tous ses rivaux et se hisser au sommet de Conviction. Sans la moindre hésitation, il enfile le casque, prêt à replonger dans ce monde qu'il connaît par cœur. Sa conscience s'efface du monde réel,
et une fenêtre système apparaît devant lui. Il entre dans Conviction. La première étape, c'est la création du personnage. Une carte du monde s'affiche et on lui demande de sélectionner son pays de départ. Le monde de Conviction est divisé en 3 grandes factions. La première est la faction vertueuse, loyale bonne, qui regroupe les empires Viridian et Satrine. L'Empire Viridian est une nation humaine, dirigée par un conseil d'anciens, berceau des classes comme les clercs, les mages et les assassins. L'Empire Satrine est une alliance tribale composée de fiers nains, d'orques féroces et d'elfes élégants. Ensuite, il y a la faction sombre, loyale mauvaise, composée de tribus de démons et de morts-vivants dirigés par de puissants dictateurs. Enfin, pour les joueurs qui préfèrent une route plus chill, il y a la faction neutre, qui inclut des races comme les tribus de géants. Niyan n'a pas besoin de réfléchir à 2 fois. Dans son ancienne vie, il avait choisi la classe de « voleur des tempêtes » de l'Empire Viridian. Après y avoir versé des années de sang, de sueur et de larmes, il connaît absolument toutes les compétences et les quêtes sur le bout des doigts. La choisir à nouveau est le seul moyen de maximiser l'avantage que sa renaissance lui a offert. Avec une confiance absolue, il fait son choix. Le système confirme qu'il a sélectionné la classe voleur des tempêtes et qu'il apparaîtra dans l'Empire Viridian. Ses origines et sa classe définie, il passe à l'écran de création du pseudo, prêt à forger une nouvelle légende. Il tape sa nouvelle identité, Nirvana Flamme, un nom qui symbolise sa renaissance des cendres de sa vie passée. Le système valide son choix. Le personnage Nirvana Flamme est créé. Il entre dans le jeu, se matérialisant dans le point de spawn bondé de la cité de Calor, le hub principal de l'Empire Viridian. Dès son arrivée, une fenêtre de statut familière s'affiche devant lui. Voleur niveau 1, avec 5 points de caractéristiques à distribuer. Un sourire se dessine sur son visage. Ce sentiment, c'est de retour, et cette fois, il sait exactement quoi faire. Sans perdre une seconde, il attribue directement ses points de départ, 3 en force et 2 en agilité. Il se souvient avoir foiré son build dans sa vie passée, gaspillant un temps précieux. Il ne fera pas la même erreur 2 fois. Il jette un œil à la place grouillante de la ville. Le point de téléportation pullule de nouveaux joueurs, commençant tous leur aventure dans ce nouveau monde. Il observe les autres joueurs essayer de refourguer leur matos. L'un d'eux tente de vendre une dague commune pour 2 pièces de cuivre, prétendant que c'est une énorme amélioration par rapport à l'équipement de départ. Niyan lâche un petit rictus. Il sait pertinemment que cette même dague se vend pour une seule pièce de cuivre dans un village d'à côté. Il se souvient être tombé dans le panneau comme un bleu dans son ancienne vie, mais pas cette fois. Il se rappelle de tout. C'est alors qu'un autre marchand attire son attention. Un paladin de niveau 3 du nom de Flying Stone vend un livre de compétences furtivité, hurlant à tous les voleurs débutants de venir jeter un œil. Les autres nouveaux joueurs râlent sur le prix. 6 cuivres, c'est une vraie fortune pour eux, vu qu'ils sont tous à sec. Mais pour Niyan, c'est une opportunité en or. Il s'approche du stand de Flying Stone et demande le prix. Le paladin sourit de toutes ses dents, confirmant le tarif affiché de 6 cuivres. Le cerveau de Niyan tourne à plein régime. La furtivité est vitale pour l'early game. Avec ça, il peut accéder à un coffre caché dans la zone des chats sauvages, une zone de niveau 5 près de la ville de Thrak. Vu que la plupart des joueurs sont encore bas niveau, le coffre devrait être complètement intact. Avec un sourire confiant, Niyan lui fait une proposition de dingue. Il dit à Flying Stone de lui filer le bouquin gratos, et en échange, il lui balancera un spot de farm secret qui rapporte plus d'une douzaine de livres de furtivité par jour. Flying Stone Void Rouge. Voyant que Niyan n'est que niveau 0, il le prend pour un taré qui essaie de l'arnaquer pour gratter un livre de compétences rares et lui dit d'aller se faire foutre. Imperturbable, Niyan lui dit calmement de se détendre 2 secondes. Il lui lâche ensuite qu'il sait exactement où Flying Stone a chopé ses livres, en farmant les chamans déchus dans la ville de Link. Flying Stone Rest Scotch. Niyan enfonce le clou, balançant les coordonnées exactes du spot de farm, et demande « J'ai tort ». Des sueurs froides coulent sur le front du paladin. Cet inconnu connaît ses coordonnées secrètes. Son esprit s'emballe à l'idée de pouvoir farmer une douzaine de bouquins par jour. Prenant une décision sur le coup, il fourre le livre dans les mains de Niyan. Ce n'est qu'un seul livre, et s'il peut vraiment en farmer 3 par jour avec ces nouvelles infos, c'est un putain de bon deal. Une fenêtre système apparaît, montrant qu'il lance un échange avec Nirvana Flamme. Le marché conclu, Niyan prend le livre. Il respecte sa part du contrat et file à Flying Stone les nouvelles coordonnées près du camp des chamans déchus. Flying Stone est refait et se prépare à y aller direct. Avant qu'il ne se barre, Niyan lui fait une dernière requête. Les chamans déchus lâchent aussi une compétence appelée « Vision du hibou » et il lui demande de lui envoyer par courrier s'il en tombe une en rab. Le paladin accepte direct, promettant d'envoyer la compétence dès qu'elle tombe si le nouveau spot marche. Il active ensuite sa pierre de foyer pour se téléporter.
Dans un éclair de lumière bleue, Flying Stone disparaît. Maintenant qu'il a la compétence furtivité en poche, le premier objectif de Nian est bouclé. Une faible lueur l'enveloppe alors qu'il se prépare pour son prochain move, braquer ce coffre caché. Il se ferait un chemin à travers la ville et arrive à Thrak, le village le plus proche de sa cible. Il ne perd pas une seconde. Il utilise le livre de compétences, et une fenêtre système confirme qu'il a appris furtivité, une capacité qui lui permet de passer inaperçu. D'un seul pas, il active le skill. Une énergie sombre et ténébreuse tourbillonne autour de lui. Il disparaît de la vue de tous, bougeant comme un fantôme à travers les rues bondées de Thrak. Grâce à son agilité, il saute par-dessus les murs du village sans pression, esquivant totalement les portes gardées. Il atterrit silencieusement dans la forêt à l'extérieur, tapant déjà un sprint vers la zone de chasse de haut niveau où son trésor l'attend. Toujours sous couverture de sa furtivité, il arrive à destination, la zone des chats sauvages. La forêt grouille de danger. Des chats sauvages vicieux, allant du niveau 2 au niveau 4, rôdent dans le coin, prêts à sauter à la gorge du premier noob venu. Depuis la sécurité des arbres, il repère son butin. Un coffre en argent trône sur une haute branche, encerclé par une patrouille de chats sauvages mortels de niveau 5. Il sait que dans Conviction, les coffres sont classés par rareté, le loot devenant de plus en plus lourd à mesure que le rang monte. Les paliers vont de commun à argent, or sombre, et enfin, les coffres légendaires ultra rares. Ses yeux se verrouillent sur la cible. C'est ça, le coffre en argent caché. Son loot est fixe, et une fois ouvert, le coffre disparaît pour toujours. Il pousse un soupir de soulagement, sachant qu'il a été le premier à mettre la main dessus. Il se prépare mentalement à prendre des risques. Pour un joueur de niveau 0 comme lui, entrer dans une zone de niveau 5 est normalement une mission suicide. Mais il y a un bon côté. À ce niveau, on ne perd pas d'XP en mourant. N'ayant rien à perdre et tout à gagner, il réactive sa compétence furtivité et se prépare à passer à l'action. Il se faufile dans les broussailles comme un spectre, se frayant prudemment un chemin à travers les chats à l'affût. Il bondit dans les branches de l'arbre ancien, les yeux rivés sur le coffre. Il sait qu'il doit faire vite. La furtivité ne dure que 2 minutes, et ouvrir le coffre prend du temps. Soudain, l'un des chats sauvages en dessous s'arrête, ses yeux rouges luisants sentant que quelque chose cloche. Il bondit, griffant l'air à l'endroit exact où Nian se trouvait une seconde plus tôt. Il sait qu'il ne peut pas trop s'approcher des monstres, ou sa furtivité sautera instantanément. Il saute avec grâce de branche en branche, utilisant son agilité pour rester au-dessus des chats confus mais agités. Il atterrit sans un bruit sur la branche épaisse, juste à côté de sa cible. Sans perdre un instant, il tend la main vers le coffre. La barre de progression, ouverture du coffre, apparaît. Son cœur bat la chamade. Il se force à garder son sang-froid, sachant que son invisibilité peut foirer à tout moment. Perché en haut de l'arbre, il crochette la serrure pendant que la meute de chats sauvages tourne en rond en bas, devenant de plus en plus nerveuse à chaque seconde. Bingo! Avec un clic satisfaisant, le coffre s'ouvre. Le système l'informe que ça a pris 27 longues secondes. Ses yeux brillent de triomphe. Il sort un livre de compétences du coffre. « Je l'ai » murmure-t-il. Sa route vers le leveling parfait vient de commencer. La récompense de son coup de poker est le livre de compétences « Frappe vitale ». Ça lui permet d'infliger 150% de dégâts bonus sur les points faibles. Pour un voleur, ce skill change littéralement tout. L'ascension vers le sommet commence ici. Tout se déroule exactement comme prévu. Nian a un rictus, sachant qu'il vient de choper Frappe vitale, une compétence top tier pour les voleurs, et ça dès le niveau 0. Avec ça, il est sûr que sa progression en early game va être 2 fois plus rapide. Alors que le bouquin disparaît, une notification système confirme qu'il a pris Frappe vitale avec succès. Son plan est désormais en marche. Pile au moment où l'effet de sa furtivité se dissipe, 2 créatures massives aux yeux rouges le crament depuis le sol. Mais c'est exactement ce qu'il cherchait. Sans la moindre hésitation, Nian saute en plein milieu d'une horde de rats géants, les saluant avec une petite vanne tranquille. En tombant, il remercie les monstres confus d'avoir gardé le coffre, une pure provocation. Il savait que mourir dans « Conviction » signifiait perdre de l'expérience et du stuff. Mais en tant que joueur de niveau 0 sans rien de valeur, la mort était une ressource, pas une punition. Les fenêtres système s'enchaînent. Il est mort, a fait tomber ses gants de départ flingués, et est maintenant téléporté vers la ville la plus proche. Son plan a marché comme sur des roulettes. Dans un éclair de lumière, Nian respawn en plein cœur d'une ville animée, ravi d'avoir gratté une téléportation instantanée et gratuite. La première étape étant bouclée, son regard s'affûte. Il est temps de passer à la phase 2 de son plan de leveling de génie. Il se retrouve sur la place centrale, entouré d'une tonne d'autres joueurs qui commencent leur propre aventure, totalement ignorant de l'énorme avantage qu'ils possèdent déjà. Nian observe le village de départ.
Il sait qu'il doit se faire du cash rapidement. Heureusement, ses souvenirs de sa vie passée lui indiquent exactement où trouver une quête secrète. Il va d'abord voir le chasseur Klaus, acceptant une petite quête basique consistant à récolter 20 crânes de rats géants. Ensuite, il passe voir le fermier End, prenant une autre mission pour buter 50 de ces mêmes rats gris argentés. Exactement comme il avait prévu, après avoir accepté les 2 premières quêtes, l'apothicaire Or s'approche de lui. Vu que Nian a rempli les prérequis cachés, une 3e quête secrète se déclenche. C'était une mécanique secrète qu'il était le seul à connaître. Avec un sourire confiant, Nian accepte la quête cachée qui consiste à ramasser 21 queues de rats géants, s'alignant parfaitement avec ses 2 autres tâches. Dans les champs, la patte d'une créature avance silencieusement dans les hautes herbes. C'est un rat géant gris argenté, le monstre exact qu'il doit chasser pour valider ses 3 quêtes d'un coup. Nian bondit en avant, balançant une frappe vitale. La compétence, qui ne nécessitait même pas de dague, inflige d'énormes dégâts à hauteur de 21 points, bien plus que ce dont un joueur de niveau 0 devrait être capable. Le rat s'effondre direct. Un crâne et une queue tombent en loot, le mettant sur la voie rapide pour boucler ses missions. À sa grande surprise, son tout premier qu'il lâche un équipement rare, brillant de 1000 feux dans le champ. L'objet est une paire de jambières en cuir robuste, un équipement commun mais une super trouvaille pour n'importe quel nouveau joueur. Nian capte tout de suite sa valeur. Vendre ses jambières à l'hôtel des ventes lui rapportera les pièces de cuivre supplémentaires dont il a besoin pour la prochaine étape de son plan. Mais sa chasse ne fait que commencer. Bientôt, il se retrouve face non pas à un, mais à toute une meute de rats géants. Il bouge à la vitesse de l'éclair, enchaînant les frappes vitales, fauchant efficacement les monstres un par un. C'est clair que cette session de farm va être pliée en 2 temps 3 mouvements. Son expression est sérieuse et concentrée, comme un vétéran aguerri exécutant sans faille une stratégie bien rodée. Pendant l'heure qui suit, il répète ce massacre sans s'arrêter. 1 heure plus tard, après avoir farmé comme un porc, Nian retourne au village, l'inventaire blindé des objets de quête dont il a besoin. Il rend tous ces objets, validant les quêtes pour le chasseur Klaus, le fermier N des selles, caché, de l'apothicaire Or. En récompense, il empoche 34 pièces de cuivre et quelques potions de vie. Sans perdre une minute, il met en vente les jambières en cuir qu'il a trouvées à l'hôtel des ventes. Ses fonds assurés, il file tout droit vers l'armurerie. Sa destination est l'armurerie principale de la ville, l'étape cruciale suivante de son plan. À l'intérieur, le gérant l'accueille chaleureusement, se vantant que ses armes sont les meilleures de toute la région. Mais Nian n'est pas là pour faire du lèche-vitrine. Il va droit au but, balançant ses critères ultra spécifiques. Une arbalète de niveau 0 avec une attaque et une cadence de tir minimale, le tout pour moins de 40 cuivres. Le marchand sourit et lui présente son chef-d'œuvre, une arbalète de poing à tir rapide. Avec son effet triple tir, c'est exactement ce qu'il faut à Nian, affiché à pile 35 cuivres. Nian confirme l'achat dans la seconde, prenant au passage 9 paquets de 1000 carreaux de fer chacun. La facture totale monte à 44 cuivres, quasi tout le fric qu'il possède. Avec sa nouvelle arme et une réserve massive de munitions en main, il quitte la boutique tandis que le proprio lui souhaite bon voyage. Maintenant équipé jusqu'aux dents, Nian jette son dévolu sur son véritable objectif, la zone des bisons. Il sait que le jeu a un système de pénalité de niveau ultra strict. Les monstres de la zone des bisons sont niveau 8, intouchables pour un joueur bas niveau. Même les top rankers ne s'y frotteraient pas à ce stade. Mais Nian s'en bat les couilles. Il est persuadé qu'avec ses connaissances du futur, il peut combler cet écart de niveau de ouf, même en étant niveau 0. Il arrive dans la zone des bisons sauvages. C'est une immense plaine ouverte parsemée de troupeaux de monstres de haut niveau et de falaises rocheuses dangereuses. Nian se faufile prudemment dans un ravin étroit, se dirigeant vers un endroit très spécifique dont il se souvient. Il grimpe sur une corniche en hauteur, récitant une série de coordonnées de mémoire. C'est ça, le spot exact qu'il cherchait. Depuis son perchoir, il scannait les champs en contrebas et trouve rapidement sa cible, le boss de la zone, le chef bison. C'est un redoutable monstre de rang chef de niveau 8, un ennemi qu'aucun joueur ne devrait même rêver d'affronter à ce stade du jeu. Mais Nian est d'un calme olympien. Ce spot lui offre l'angle et la distance parfait. Le boss est pile à portée de son arbalète. Il vise et tire, envoyant une volée de carreaux fendre l'air vers le boss qui ne se doute de rien. Les tirs atterrissent, mais l'écart de niveau énorme fait que la plupart ratent. Même ceux qui touchent ne font qu'un misérable point de dégâts. Mais on s'en fout. Il a ramené 9000 carreaux avec lui, bien déterminé à chiser le boss à petit feu depuis sa planque. Il continue de canarder sans relâche, les minuscules chiffres de dégâts grignotant lentement mais sûrement la barre de vie du chef. Le boss commence à rager, sa vie à peine entamée, incapable de riposter face à son attaquant invisible. Provoqué au-delà de ses limites, le chef bison pousse un rugissement et charge vers la falaise dans une tentative désespérée d'atteindre son agresseur.
mais son attaque s'écrase inutilement contre la roche. Nian regarde calmement, disant à la bête de laisser tomber. C'est un spot buggé, un endroit du terrain confirmé par l'histoire où les monstres ne peuvent pas atteindre le joueur. Le boss est totalement impuissant face à lui. Depuis son perchoir sécurisé, Nian continue de rafaler sans s'arrêter. Même si la plupart des tirs loupent, il suffit qu'un seul touche de temps en temps pour descendre petit à petit l'immense barre de vie du boss. L'air est saturé par le sifflement de milliers de carreaux fendant le ciel, prouvant sa patience à toute épreuve. Il voit son stock de munitions chuter de plus de 8000 à 6000, puis 5. C'est un processus long et épuisant. 3 heures plus tard, la barre de vie du chef bison est enfin dans le rouge. Il lâche un dernier rugissement à l'agonie, sa défaite imminente. Nian transpire, rincé par la monotonie du truc. Il a cramé près de 4000 carreaux et n'en revient pas que cette saleté soit encore en vie. Avec un dernier tir, un carreau vole droit au but, frappant le chef enragé en plein entre les 2 yeux. Sa barre de vie touche enfin 0. Le boss soi-disant invincible a été abattu par un simple joueur de niveau 0. La créature massive commence à vaciller, son corps colossal perdant toute force. Avec un lourd fracas final, le chef bison s'effondre, faisant trembler le sol sous son poids. Une fenêtre système explose à la gueule de Nian. Il a tué le chef bison, gagnant un bonus d'expérience délirant de 1800% grâce à la différence de niveau. En un clin d'œil, il est propulsé direct au niveau 2. Sa longue et patiente bataille a payé un max. Il saute de la falaise, pressé de voir quel loot le boss a laissé tomber. Il n'en croit pas ses yeux. Le boss a lâché une dague cornue, une arme de grade bronze, une trouvaille incroyablement rare à ce stade du jeu. Dans Conviction, le stuff est classé de commun à légendaire. Comme les monstres d'élite sont si rares, le taux de drop pour de l'équipement à stat est inférieur à 1 sur 1000, faisant de chaque pièce un véritable trésor. Une arme bronze seule offre 20% d'attaque en plus qu'un équipement commun et est livrée avec une stat bonus bien pratique. Nian sait que cette dague de niveau 5 vaut une petite fortune, au moins 3 pièces d'argent. Mais d'abord, il doit faire identifier ses stats cachées. À ce moment-là, il reçoit 2 notifications. Ses jambières en cuir se sont vendues pour 8 cuivres, et il reçoit un appel d'un joueur nommé Flying Stone, le paladin dont il se souvient vaguement. Flying Stone apparaît à l'écran, surexcité. Il s'extasie sur le fait que les coordonnées de farm que Nian lui a filées font des miracles, boostant sa vitesse de leveling de 50%. Il a l'impression d'avoir arnaqué Nian en échangeant qu'un seul livre contre un spot aussi ouf. Nian lui dit froidement de ne pas s'en faire, demandant juste une copie du livre de compétences, Vision du hibou, s'il finit par tomber. Flying Stone accepte avec enthousiasme, puis demande curieusement comment un joueur niveau 0 comme Nian pouvait connaître ce spot. Nian lâche un mytho simple, affirmant qu'il avait un ancien compte au niveau avant de reroll en voleur. Ça impressionne direct Flying Stone, qui en déduit qu'il devait être un ranker top tier. Changeant de sujet, Flying Stone demande si le main de Nian a déjà clean le camp des chamans déchus. Il explique que sa propre équipe s'est fait rincer là-bas plusieurs fois, perdant du stuff et de l'XP. Flairant l'opportunité, Nian propose calmement un guide complet pour raser le camp. Le prix, 2 pièces d'argent, non négociable. Flying Stone est sur le cul qu'il en est même un. Refait, Flying Stone lui accorde toute sa confiance, promettant d'aller convaincre son capitaine de cracher l'argent direct. Après avoir raccroché, Nian se reconcentre sur son butin. Il est temps de faire identifier sa nouvelle dague. Il retourne à Track, se dirigeant vers l'évaluateur pour révéler les stats de sa nouvelle arme. À l'intérieur, une magnifique évaluatrice elfe au regard perçant l'accueille. Il présente l'arme non identifiée, demandant ses services. L'évaluatrice elfe examine l'arme avec un sourire complice et annonce le tarif de sa prestation, le prix salé de 10 pièces de cuivre. Nian est surpris par ce prix exorbitant, mais il sait exactement ce que ça implique. Dans Conviction, les frais d'identification sont un pourcentage de la valeur d'un objet. Un tarif de 10 cuivres signifie que la dague vaut au moins 12 pièces d'argent sur le marché. C'est un putain de bon investissement. Sans hésiter une seule seconde, il lâche la monnaie et confirme l'identification. L'évaluatrice se met au travail, canalisant une puissante énergie qui enveloppe la dague d'une brillante lumière dorée. Les résultats sont ouf. La dague cornue est une arme de grade bronze avec un prérequis de niveau 0. Elle offre un massif plus 18 à sa stat d'attaque, et un plus 5 supplémentaire en force. Nian est aux anges. La stat bonus à roll sur un plus 5 en force, boostant encore plus ses dégâts. Avec des stats de base presque 10 fois supérieures à celles d'une dague normale, il sait qu'avec cette arme en main, il est maintenant quasi invincible en early game. Nian evaluament SIS capacites. Avec une arme, une compétence de frappe vitale et la furtivité, il a le kit parfait de l'assassin. Le seul truc qui lui manque, c'est un moyen de tenir sur de longs combats sans crever. Pour les voleurs,
il y a deux moyens de se soigner, les potions ou les bandages. Les potions sont rapides mais bouffent tout ton fric. Mais pour un joueur réincarné comme lui, qui connaît la valeur de chaque foutue pièce, le choix est vite fait. Les bandages, c'est lent, mais c'est la façon intelligente de faire. Avant de partir, il passe par l'apothicaire. Il a un plan précis en tête, et pour ça, il a besoin de 2 potions de respiration aquatique mineure. À l'intérieur, l'alchimiste lui donne la came. Mais chaque chose en son temps, Nian décide qu'il est d'abord temps d'apprendre la compétence maîtrise des bandages qu'il avait prévue. Ses préparatifs terminés, il se met en route vers sa destination, le lointain et dangereux lac Rando. Le chemin vers le lac grouille de monstres. Nian bouge comme une ombre, les abattant avec des frappes foudroyantes. Il sait que dans la nature, faut rester sur ses gardes, car le vol de kill et les embrouilles peuvent éclater à tout moment. Il arrive enfin au village des hommes-poissons du lac Rando. Le chemin passe en plein milieu de la zone surpeuplée. Il sait qu'attaquer cet endroit de front nécessiterait un raid de 1000 mecs. Pour un joueur solo comme lui, la furtivité est la seule option. Mais juste au moment où il s'apprête à s'infiltrer, une annonce de zone retentit. La guilde Victorious Return nettoie la zone, ordonnant à tous les joueurs n'appartenant pas à la guilde de dégager dans les 3 minutes. Les yeux de Nian se plissent. Victorious Return. Ce nom ravive un souvenir amer. Tout comme dans sa vie passée, c'étaient des enfoirés arrogants, réclamant des zones entières pour eux-mêmes et traquant quiconque se mettait en travers de leur chemin. Il se souvient que trop bien comment il avait pourchassé pendant des mois. Un brasier s'allume dans ses yeux dorés. Ce n'est pas juste un obstacle, c'est l'occasion de prendre sa revanche. Il décide sur le champ qu'il va régler ses comptes avec eux, mec après mec. Au lieu de battre en retraite, Nian active sa compétence de furtivité, son corps se fondant dans les ombres. Il va entrer direct par la porte principale, sans qu'il ne capte rien. Il se déplace silencieusement dans le village, une ombre fantomatique se glissant entre les dangereux gardes hommes-poissons. Soudain, sa furtivité lâche. Une boule de feu explose devant lui, révélant sa position à tout le monde. Il a été grillé. L'explosion le frappe de plein fouet, le repoussant en arrière. Une notification système apparaît. Un autre joueur, Purple Blaze, l'a attaqué, et le mode légitime défense est maintenant activé. Un élémentaliste de Victorious Return s'avance, un sourire suffisant aux lèvres. Il se fout de la gueule de Nian, lui disant de dégager. Voyant qu'il est seul, le mage est persuadé de pouvoir se le faire comme un grand. Nian esquive une autre explosion. Son cerveau tourne à 1000 à l'heure. Face à un mage, il n'y a que 2 options, réduire la distance et attaquer, ou tracer comme un dératé. Mais fuir, c'est pas son genre. Il sait que le sort d'explosion pyrotechnique du mage met 2 secondes à être incanté, largement le temps pour un voleur comme lui de réduire l'écart. Il fonce en avant, prenant son adversaire par surprise. Avant même que le mage puisse finir son sort, Nian est déjà sur lui, lui plantant un coup de couteau féroce en pleine poitrine et pulvérisant une énorme partie de sa barre de vie. Furieux, le mage riposte, hurlant que ce spot appartient à Victorious Return et que Nian cherche vraiment la merde. Pour tenir Nian à distance, il lâche un nouveau sort, anneau de feu, créant un vortex tourbillonnant de flammes autour de lui. Nian est pris dans le brasier, sa santé fondant rapidement à cause de la chaleur intense. Mais Nian était prêt. Sans sourciller, il claque une potion de récupération mineure, restaurant instantanément une grosse partie de sa vie. C'est le moment qu'il avait prévu. Le mage est sur le cul. Il s'attendait à ce que son adversaire se tire, mais à la place, Nian traverse les flammes et lui place un autre coup net. Le mage hurle de panique, mais c'est trop tard. Nian a brisé ses défenses et est déjà en position pour le coup de grâce. En voyant Nian cramer, le mage calcule frénétiquement leur HP. Il se dit que le voleur doit être à l'agonie, alors que lui n'a plus que 51 HP. C'est une course contre la montre. Il a juste besoin de lancer une boule de feu de plus pour assurer sa victoire. Le mage, Purple Blaze, hurle de rage, déclarant que c'est le prix à payer pour avoir osé croiser la guilde Victorious Return. Mais son attaque paniquée est maladroite. Nian l'esquive avec une facilité déconcertante. Dans cette brève ouverture, la dague de Nian commence à briller d'une lumière rouge mortelle. Il s'élance en avant, lâchant sa propre compétence, frappe vitale. La lame s'enfonce profondément dans le mage. Purple Blaze le fixe, incrédule, son corps commençant à se pixeliser. Il n'arrive pas à comprendre comment un simple voleur de niveau 2 a pu survivre à ces puissants sorts. Nian lâche juste un petit sourire narquois. Alors que le corps du mage se dissout, il finit par capter une potion de récupération instantanée. Mais ça n'a aucun sens. Un joueur solo de niveau 2 ne devrait pas avoir le fric pour un item aussi rare. Nian lui lâche froidement qu'il peut méditer sur ce mystère en attendant de respawn. La victoire est à lui. Il loot rapidement le bâton de bronze niveau 2 que le mage a fait tomber.
Pas le temps de fêter ça. Il sait que le reste de la guilde Victorio Return va grouiller dans la zone d'une seconde à l'autre. Il faut qu'il se casse de là. Exactement comme il avait prédit, un cri d'alarme s'élève des membres de la guilde aux alentours. Ils ont vu Purple Blaze tomber et hurlent maintenant pour que tout le monde attrape le tueur. Sans hésiter une seconde, Nian taille la route, piquant un sprint vers la rive du lac. Les guerriers de la guilde sont à ses trousses, l'un d'eux le provoquant, persuadé qu'il est impossible qu'il s'échappe. L'un des combattants, armé d'une énorme épée à deux mains, l'abat avec une force inouïe, hurlant qu'il ne s'en tirera jamais. Mais la frappe enflammée du guerrier est trop lente. Nian l'esquive proprement. Le guerrier est choqué. Il n'en revient pas que le voleur soit assez rapide pour esquiver une attaque pareille. Arrivant au bord de la falaise, Nian sort la potion de respiration aquatique qu'il a achetée plus tôt. Les mecs de la guilde derrière lui captent son plan et hurlent à la mort pour que quelqu'un l'arrête. Les guerriers claquent désespérément leurs compétences, chargeant et taillant dans un effort de la dernière chance pour l'intercepter avant qu'il ne touche l'eau. Mais dans la précipitation, leur coordination part en vrille. Les guerriers qui chargent rentrent de plein fouet dans leur propre porteur de bouclier, qui essayait de couper la route à Nian. Nian jette un coup d'œil en arrière, un léger sourire aux lèvres en voyant ses poursuivants se marcher dessus comme des blaireaux. Leurs attaques ne frappent que l'air et la roche alors qu'ils sautent gracieusement de la falaise. Avec un énorme plouf, il disparaît sous les vagues du lac Rando. Les membres de Victorio Return ne peuvent que fixer l'eau, impuissants. Ils jurent de frustration. Sans potion de respiration aquatique de leur côté, ils n'ont aucun moyen de le suivre. Une meuf qui a l'air de diriger l'escouade débarque, exigeant de savoir ce qui s'est passé. L'un des guerriers rapporte que leur cible s'est échappée dans le lac. La chef donne calmement son ordre suivant. Découvrez quand Purple Blaze respawn et récupérez immédiatement l'idée du joueur voleur auprès de lui. Le rapport tombe depuis le point de respawn, transmettant le message de Purple Blaze. Le mystérieux voleur a enfin un nom, Nirvana Flamme. Tandis que la chef de guilde à la surface jure de se venger, Nian descend dans les profondeurs calmes du lac. Il s'est fait un ennemi puissant, mais tout se déroule exactement selon son plan. Enfin en sécurité sous les vagues, Nian pousse un soupir de soulagement. Il a semé les gros bras de Victorio Return. Maintenant, il est temps de récupérer son vrai butin. Il se rappelle d'un coffre caché quelque part dans ses profondeurs. Grâce à ses souvenirs, ça ne prend pas longtemps. Planqué dans les algues se trouve le trésor caché qu'il cherchait. À l'intérieur, il trouve exactement ce qu'il était venu chercher, la perle répulsive d'eau de l'homme-poisson. Un item spécial qui lui permettra de respirer sous l'eau pendant 30 minutes pleines. C'est pas un objet particulièrement rare, mais pour son plan actuel, c'est une vraie bénédiction. Pile au moment où il l'empoche, un trident lui frôle la tronche. Il a été repéré. Il est tombé en plein dans un repère d'hommes-poissons. Les créatures grouillent de tous les côtés. Il sait que les combattre ici, sur leur territoire, c'est du pur suicide. Mais alors qu'il regarde vers la surface, une idée ingénieuse commence à germer. Le bordel qu'il a causé sous l'eau a alerté toute la tribu des hommes-poissons sur le rivage au-dessus. Pendant ce temps, la guilde Victorio Return continue de semer la destruction dans le village des hommes-poissons, totalement inconsciente de la nouvelle menace qui s'approche. Nian nage vers la surface, attirant intentionnellement la horde enragée d'hommes-poissons sous-marins droits sur le chemin de la guilde qui ne se doute de rien. Depuis la sécurité de l'eau, il observe avec un rictus ces deux groupes d'ennemis s'affronter. Il ne peut s'empêcher de remercier Victorio Return de lui avoir dégagé le passage sans le savoir. La côte étant maintenant en plein chaos, il nage vers sa véritable destination, arrivant bientôt sur l'île centrale du lac. Il crève la surface, prenant une grande bouffée d'air frais. Son plan a marché à la perfection. Mais à ce moment précis, un soudain appel à l'aide résonne depuis l'île. Il se retourne pour voir une fille en détresse. Il s'effige. Cette voix, ses cheveux roses. C'est Yao Yao, la mage sacrée de son ancienne équipe. Il n'arrive pas à croire que le destin les ait réunis si tôt. Les souvenirs de leur vie passée ensemble inondent son esprit. Les batailles qu'ils ont menées, les moments calmes au coin du feu. Ils ont un long passé, et la retrouver ici et maintenant, on dirait le destin. De retour dans le présent, il voit Yao Yao galérer dans l'eau, essayant de repousser 3 araignées d'eau agressives. Sans réfléchir à 2 fois, il replonge dans l'eau pour l'aider. Il réduit l'écart en un instant, balançant une frappe vitale sur l'une des araignées qui l'attaque. Surprise par cette aide soudaine, Yao Yao se reprend vite et lance son propre sort, Jugement sacré, sur une autre araignée. Son attaque physique à lui et la magie sacrée de la fille frappent leur cible à la même microseconde. C'est comme s'ils s'étaient battus côte à côte pendant des années. À eux deux, ils font de la charpie des monstres. Debout sur le rivage, alors que la dernière araignée se dissout, elle se tourne vers lui et lâche un simple et sincère merci. Il répond tranquillement de ne pas le mentionner, puis se présente avec son pseudo en jeu, Nirvana Flamme.
Elle répète le nom, Nirvana Flamme, une lueur de reconnaissance dans les yeux. Le nom fait tilt dans sa tête. Nirvana Flamme, ce qui se traduit directement par Niyan. Tout en se demandant si c'est le Niyan qu'elle connaissait dans la vraie vie, elle se présente formellement en tant que Yao Yao. Une demande d'amie de Nirvana Flamme apparaît immédiatement. Elle sourit, lui disant que puisqu'il l'a sauvée, il devrait s'ajouter pour qu'elle puisse lui rendre l'appareil. La demande d'amie acceptée, une notification confirme leur nouveau lien. Niyan sourit et demande ce qui l'a amené jusqu'à cette île si isolée. Yao Yao explique qu'elle farmait les araignées pour leur poche d'eau. Coïncidence, Niyan était là pour un loot différent sur ces mêmes monstres, de la soie fine. Voyant qu'ils ont un but commun, il propose qu'ils fassent équipe. Elle accepte direct, et à sa grande surprise, ouvre immédiatement une fenêtre d'échange. En guise de remerciement, elle lui offre la soie fine qu'elle a déjà récoltée. L'échange passe, et Niyan se retrouve avec 12 bobines de soie fine. Au prix actuel du marché, ça vaut facilement 36 pièces de cuivre, une petite fortune pour un nouveau joueur. Elle insiste, disant que 36 cuivres, c'est que dalle pour lui avoir sauvé la vie, surtout qu'elle n'a pas besoin de la soie de toute façon. En entendant ça, Niyan accepte son cadeau généreux. Mais leur conversation est coupée court lorsqu'une forme monstrueuse jaillit de l'eau. C'est le seigneur araignée d'eau, un boss de niveau chef. Yao Yao panique. Un chef, c'est beaucoup trop fort pour que 2 joueurs bas niveau se le fassent tout seuls. Mais pas le temps de fuir. Une notification confirme que leur groupe est officiel, et le combat est lancé. Niyan prend les devants, réduisant instantanément la distance et plaçant une solide frappe vitale sur le boss. Sans perdre le rythme, Yao Yao le soutient, lâchant un puissant jugement sacré de son côté. Sa magie sacrée s'abat sur l'araignée géante, infligeant de lourds dégâts et faisant chanceler la bête. L'araignée riposte avec un coup de patte féroce, mais un avertissement rapide de Niyan donne juste assez de temps à Yao Yao pour esquiver. Changeant de tactique, Niyan dégaine son arbalète. Il crie qu'il va attirer l'attention du boss, lui disant de se concentrer sur les dégâts. Une volée de carreaux frappe les yeux du seigneur araignée, l'enrageant et tirant son aggro avec succès sur lui. Bien joué. Avec le boss distrait, Yao Yao saisit l'opportunité pour balancer ses sorts les plus puissants les uns après les autres. Un rayon fulgurant d'énergie sacrée engloutit le seigneur araignée d'eau, portant un coup critique. L'assaut combiné est de trop. Le puissant chef s'effondre et sombre sous les vagues, vaincu. Alors que les eaux se calment, Yao Yao reste bouche bée. Elle ne comprend pas. Se battre à ses côtés semblait si naturel. Ils ont buté un chef comme si c'était un vulgaire mob éclaté. Leur synergie est parfaite, comme s'ils avaient été coéquipiers toute leur vie. Niyan remarque son air silencieux et pensif et lui demande l'air de rien ce qui lui trotte dans la tête. Surprise, elle répond que ce n'est rien. Elle change vite de sujet, complimentant son skill incroyable et demandant pourquoi un mec comme lui joue en solo. Il répond simplement qu'il en a l'habitude. L'entendre dire qu'il est un joueur solo lui donne une idée. Avec un sourire plein d'espoir, elle mentionne que son groupe se prépare à Raider la forêt des Tréants et l'invite à se joindre à eux.